La neige de minuit recouvrait la petite ville de Summit Falls, au cœur des Rocheuses du Montana. Dans ce décor glacé avançait péniblement un garçon de 9 ans. Ethan Miller, serrant contre lui la laisse d'un vieux berger allemand au pelage sombre, prénommé Shadow. Ses bottes usées étaient trempées, sa respiration formait des nuages de buée dans l'air mordant, mais ses yeux restaient fixés sur la silhouette qui approchait, celle d'une voiture de patrouille. À l'intérieur se trouvait l'adjoint du shérif Nathan Cole, un homme qui avait traversé bien des nuits brisées, mais jamais encore il n'avait entendu un enfant lui murmurer ces mots. « Je vous donnerai mon chien si vous arrêtez mon beau-père. » Nathan sortit immédiatement de son véhicule, le froid mordant ses joues, mais son instinct lui signalait déjà que derrière cette phrase se cachait une histoire bien plus sombre qu'il n'y paraissait. Un père disparu depuis 3 ans, une mère retrouvée morte, et un beau-père dont le nom n'était prononcé qu'avec une terreur muette. Ce qui allait suivre briserait le cœur de Nathan, mais rallumerait aussi sa foi en quelque chose de plus grand. Avant de commencer, dis-moi d'où tu regardes cette histoire. Écris ta ville dans les commentaires, voyons jusqu'où ce récit voyagera. La neige dérivait comme des plumes déchirées au-dessus des rues silencieuses de Summit Falls, une ville de montagne accrochée à la lisière nord de la chaîne des Bitterroots. Presque minuit sonnait. Les lampadaires diffusaient de petits halos dorés dans la tempête, mais au-delà de leur lumière, tout s'évanouissait en ombre grise et en bruissement de vent hivernal. L'été, quelques touristes venaient ici pour pêcher, mais dès que tombaient les premiers flocons, ils disparaissaient. En janvier, la ville n'appartenait plus qu'à ses 400 habitants, à 2 ou 3 vieux bars et à un unique poste de shérif en brique-bœuf rouge dont l'enseigne au néon vacillante projetait un faible ouvert dans la nuit. Dans sa voiture, garée à côté du poste, Nathan Cole terminait le fond tiède de son café contenu dans un vieux thermos cabossé. 34 ans, silhouette solide, cheveux bruns foncés coupés très courts, avec quelques mèches argentées, prématurées, dues au stress plus qu'au temps, et des yeux d'un gris d'orage qui semblait toujours en éveil. Il portait la parka épaisse, bleu nuit, de l'uniforme, col relevé, badge terni par le givre. Avant de rejoindre la police locale, Nathan avait effectué 2 missions avec la police militaire des Marines. Il revenait à peine de plusieurs mois de formation fédérale. Cette nuit marquait son premier service de patrouille à Summit Falls depuis longtemps. Un mouvement dans la tempête attira son attention. D'entre les ombres surgit un petit garçon tenant en laisse un grand berger allemand. Ses bottes, trop fines, s'enfonçaient dans la neige. Son manteau était au moins 2 tailles trop grand. La capuche lui tombait bas sur le visage. Les cils gelés, blanchis comme pain de poudre, il avançait avec une détermination désespérée. Et Shadow marchait à ses côtés tel un protecteur muet. Nathan ouvrit sa portière, ses bottes crissant sur la glace. « Hé petit !» lança-t-il contre le vent. « Tout va bien ?» L'enfant leva la tête. Sous la capuche apparut un visage pâle constellé de taches de rousseur, des yeux d'un bleu glacial. Pas plus de 9 ou 10 ans. Ses joues étaient rouges de froid, ses phalanges blanchies par l'effort de serrer la laisse. « Je m'appelle Ethan Miller, » dit-il, la voix tremblante mais étonnamment claire. « Je vous donne mon chien si vous arrêtez mon beau-père. » Nathan resta figé. La neige sifflait sur le capot de la voiture, le néon du poste clignotait dans l'ombre. Durant sa carrière, il avait entendu toutes sortes de supplications, mais jamais une comme celle-ci. Il s'accroupit pour se mettre au niveau du garçon. « Doucement, fils. Explique-moi ce qui se passe. » Les épaules d'Ethan s'affaissèrent, comme si ses mots pesaient des tonnes. « Il me fait mal. Il a frappé ma mère jusqu'à ce qu'elle meure l'année dernière, et maintenant il veut faire pire. » Sa main gantée se referma plus fort sur la laisse. « Je peux plus rester là-bas. » Nathan jeta un œil au chien. Shadow avait environ 4 ans, un berger allemand massif à la robe noire et fauve, dont les muscles vibraient de vigilance sous la neige. Ses yeux ambrés fixaient Nathan avec intensité, comme pour mesurer ses intentions. Sur son collier de cuir pendait une médaille gravée simplement « Shadow ». « C'est ton chien ?» demanda Nathan doucement. « C'était celui de mon père », murmura Ethan. Avant qu'il disparaisse, le chien pressa sa tête contre la hanche de l'enfant comme pour l'ancrer. Nathan sentit une vieille douleur remonter. Le souvenir de son propre chien de patrouille, tombé lors d'une mission à l'étranger. Il inspire profondément. « D'accord. Viens, on va entrer à l'intérieur, au chaud. On en parlera là. » Ethan hocha la tête, la neige glissant de sa capuche, mais son regard continuait de se perdre dans la rue vide, comme s'il craignait de voir surgir une silhouette des ombres. Shadow resta collé à lui,
corps tendu comme un arc. Nathan ouvrit la porte du poste. Une bouffée d'air tiède et l'odeur de café rassis les enveloppèrent. Il fit signe à l'enfant et au chien d'entrer. Ethan hésita, comme si franchir le seuil revenait à trahir un secret trop grand. Dans la lumière blafarde du hall, Nathan s'agenouilla à nouveau. « Tu es en sécurité ici maintenant. Personne ne va te faire de mal. » Ethan leva les yeux, tremblant mais ferme. « Promis » souffla-t-il. Nathan soutint son regard. « Promis. » Shadow laissa échapper un souffle grave, presque humain, et se coucha au pied du garçon, son pelage dégoulinant de neige. L'horloge du hall marquait minuit passé. Dehors, la tempête redoublait, avalant la petite ville sous un voile blanc. Et là, dans ce poste perdu au cœur des montagnes, Nathan comprit que sa nuit ne faisait que commencer. Le poste vibrait doucement sous le souffle du vieux radiateur, les vitres tremblaient sous la tempête. Nathan guida Ethan et Shadow dans un petit bureau attenant une pièce terne au mur beige avec un bureau abîmé et 2 chaises dépareillées. La lumière vacillante de l'ampoule jetait un éclat pâle sur le visage creusé du garçon. Nathan referma doucement la porte, coupant le froid et le silence pesant du hall. Il retira ses gants, les posa sur le bureau et s'accroupit de nouveau. Ethan serrait toujours la laisse comme une bouée. L'eau de fonte du pelage de Shadow s'éparpillait en flaques sur le linoléum usé. Nathan tire une chaise. « Assieds-toi, fils. Respire. Ici, tu es à l'abri. » Ethan s'assit, le dos voûté, le regard glissant sans cesse vers la porte. Shadow s'étendit à ses pieds, oreilles à l'affût du moindre bruit. « Parle-moi de ta maman » commença doucement Nathan. Ethan baissa les yeux sur ses gants trempés. « Elle est morte, il y a 1 an. » Sa voix était si faible qu'on l'entendait à peine. « Victor, il dit qu'elle a glissé et qu'elle s'est cogné la tête. Mais c'est pas vrai. Elle voulait partir, il l'a rattrapée. Sa gorge se serra, il tira sur le collier de Shadow comme pour se raccrocher à quelque chose de vivant. La mâchoire de Nathan se crispa. Il avait lu des rapports de ce genre, mais les entendre de la bouche d'un enfant, c'était un poids de fer dans sa poitrine. « Victor Kane, c'est ton beau-père » demanda-t-il doucement. Ethan hocha la tête. Nathan nota rapidement le nom. Il l'avait déjà entendu circuler, comme une ombre persistante dans certains dossiers, mais jamais assez solide pour être arrêté. « Et ton père » Les yeux d'Ethan se tournèrent vers Shadow. « Parti depuis 3 ans. Il m'a laissé le chien. Il m'a dit « Prends soin de lui, il est à toi maintenant. » Mais Victor dit qu'il est mort. Il n'a jamais expliqué comment. Nathan observa le garçon. Il remarqua des ecchymoses anciennes cachées sous le col de son manteau et la manière dont son épaule gauche tressautait parfois comme à cause d'une vieille douleur. Sa voix resta posée. « Shadow est un bon chien. On dirait qu'il t'a protégé. » Un mince sourire tenta de naître sur le visage d'Ethan, mais il disparut aussitôt. « C'est tout ce qu'il me reste. » À ce moment, on frappa à la porte. Elle s'ouvrit doucement, laissant entrer une bouffée d'air froid et une femme emmitouflée dans un manteau beige. Elle avait la trentaine, des cheveux bruns attachés sous un bonnet de laine et des yeux bruns profonds qui respiraient la bienveillance. Une carte plastifiée pendait à son col. Isabella Morales, travailleuse sociale récemment transférée de la capitale régionale. Elle portait une chemise cartonnée gonflée de dossiers. « Adjoint Cole » dit-elle doucement. « J'ai eu votre message. C'est lui, Ethan Miller ?» Nathan se redressa et hocha la tête. « Oui, entrez, fermez la porte. » Isabella s'accroupit à la hauteur d'Ethan. « Salut Ethan, je m'appelle Isabella. Je travaille avec les enfants et les familles. Je suis ici pour t'aider. » Sa voix avait cette douceur rodée par l'expérience, le ton qui rassure les enfants blessés. Ethan resserra sa prise sur la laisse, Shadow huma l'air, puis la main tendue d'Isabella sans agressivité. La jeune femme posa son dossier sur le bureau et souffla plus bas à Nathan. « Victor Kane, j'ai déjà vu son nom dans plusieurs affaires de disparition de mineurs quand je travaillais à Helena. Jamais de preuves, mais trop de coïncidences. » Nathan la fixa. « Cela correspond aux rumeurs que j'ai entendues. Ce gamin pourrait être la clé. » Isabella reprit d'une voix douce pour Ethan. « Tu sais, d'autres enfants ont eu peur comme toi. Tu n'es pas seul. » Le garçon cligna des yeux, hésitant. « Il me retrouvera. Il me retrouve toujours. » Nathan posa une main ferme sur son épaule. « Pas ce soir. Je te le promets. » Isabella tira une chaise et s'assit en face du garçon, le regard tendre mais déterminé. Elle posa doucement son dossier sur la table et sortit quelques papiers déjà annotés. « Ethan, est-ce que tu peux me dire où Victor va parfois? Est-ce qu'il t'a déjà emmené quelque part ?» L'enfant baissa les yeux, triturant ses gants mouillés. Après un long silence, il murmura « Il a une cabane au nord, dans la forêt. Parfois des camions y vont la nuit.
Il m'a dit de jamais en parler. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il ne détourna pas le regard. Shadow, sentant la tension, se redressa et posa sa tête contre le genou du garçon. Nathan nota soigneusement les mots sur son carnet. L'instinct lui criait que cette cabane pouvait être bien plus qu'un simple refuge de chasse. L'adjoint se redressa et fixa Isabella. Ça correspond aux infos que j'ai vues. Ce n'est pas juste un beau-père violent, c'est un réseau qui s'étend bien plus loin que Summit Falls. Le radiateur gronda, couvrant un instant le silence pesant. Isabella tira un épais dossier de son sac. J'ai regroupé tout ce que j'ai pu trouver depuis que j'ai été transféré ici. Propriétés achetées en liquide, sociétés écrans, camions sans plaque claire, tout mène à Victor Kane. Il a toujours échappé aux preuves directes, mais avec ce que vient de dire Ethan, on peut commencer à tisser une toile solide. Nathan hocha lentement la tête, son regard glissant vers l'enfant recroquevillé. « Tu as été incroyablement courageux ce soir », dit-il doucement. « Ce que tu nous dis peut sauver d'autres enfants. » Ethan serre un peu plus la laisse de Shadow. Sa lèvre trembla. « Vous allez l'arrêter » demanda-t-il dans un souffle. Nathan hésita. « On a besoin d'évidence, Ethan. Mais crois-moi, on va te protéger. Tu ne seras plus jamais seul. » Isabella ajouta d'une voix douce. « On va te placer dans un endroit sûr ce soir. Victor ne te trouvera pas. » Le garçon hocha la tête sans conviction. Ses yeux glacés brillaient d'une peur enracinée. Shadow, comme pour le rassurer, se coucha de tout son long à ses pieds, la queue effleurant doucement son mollet. À cet instant, la porte s'entr'ouvrit et un homme entra, secouant la neige de son manteau de flanelle. Tommy Larson, propriétaire du seul diner de la ville, un homme maigre à la quarantaine, cheveux blonds sable parsemés de gris, portait encore son tablier de cuisine taché de café. Nathan fronça les sourcils. « Tommy, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» Le restaurateur jeta un regard nerveux vers Ethan et Shadow, puis baissa la voix. « J'ai entendu dire que tu posais des questions sur Kane. » Il sortit une enveloppe froissée de sa poche de tablier et la posa sur le bureau. « Tu devrais voir ça. » Nathan ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs photos imprimées, granuleuses mais claires, des clichés d'une cabane isolée dans les bois, 2 camions blancs garés devant, et sur l'un des clichés, une silhouette semblant traîner un adolescent sous une couverture. Sur un autre, des caisses chargées en pleine nuit. Le sang de Nathan se glaça. « D'où tu tiens ça ?» demanda-t-il, la voix basse et tranchante. Tommy avala sa salive. « Mon cousin bosse au service technique du comté. J'ai emprunté son drone le week-end, j'ai gardé ça pour moi, mais j'ai grandi dans un foyer violent. Quand j'ai vu ce gamin entrer ici, j'ai su que je pouvais plus me taire. » Ses yeux se posèrent sur Ethan. « Personne ne mérite ça. » Nathan referma l'enveloppe avec précaution. « Écoute, Tommy, ce que tu fais est risqué. Si Kane découvre que tu l'espionnes, tu signes ton arrêt de mort. » Le restaurateur haussa les épaules. « Tant pis, promets-moi juste une chose, que tu vas sortir ce gamin de là. » Nathan le regarda droit dans les yeux. « Je te le promets. » Dans le couloir, le vieux téléphone mural sonna, son écho grinçant résonnant dans le poste désert. Nathan se leva pour décrocher. Une voix métallique, déformée, se fit entendre. « Il est vivant. Vérifiez le sous-sol de la cabane. Ne faites confiance à personne. » Puis la ligne coupa, laissant Nathan figé, le combiné glacé contre son oreille. Quand il revint dans la pièce, Isabella le fixa, inquiète. « Qui c'était ?» Il serra la mâchoire. « Une info anonyme. Ça dit que John Miller, le père d'Ethan, est encore en vie. » Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. « Ça pourrait être un piège ?»« Oui, » répondit Nathan. Mais au fond de lui, une étincelle d'espoir brûlait. Il repensa aux photos, à l'homme amaigri aperçu par Tommy près de la cabane. Et si c'était vrai ? Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans une petite maison louée par le service du shérif, Madame Donna Hughes, une retraitée de 62 ans, accueillait Ethan et Shadow pour la nuit. L'odeur de cannelle et de thé chaud emplissait la cuisine. Donna, ancienne standardiste de la police, avait perdu son propre fils dans un crime jamais élucidé. Et depuis, elle avait juré d'offrir un refuge aux enfants brisés. Ethan s'assit recroquevillé sur un vieux canapé, Shadow lové contre lui. « Il me retrouvera ?» chuchota-t-il. Shadow gémit doucement et posa sa tête contre son torse. Donna posa une couverture sur les épaules du garçon. « Pas tant que je suis là, mon chéri. » Mais ses mains tremblaient légèrement. Dehors, un SUV noir s'approchait, ses phares éteints, progressant lentement dans la tempête. À son bord, Jack Hanley, un colosse à la tête rasée et aux épaules de bulldozer, accompagné de 2 sbires. Travis Duke, un ancien détenu au cou tatoué, et Richie Cole, un homme maigre au regard vide. Tous 3 travaillaient pour Victor Kane.
À l'intérieur du chalet, Shadow se redressa soudainement, oreille dressée, grognement sourd grondant dans sa gorge. Ethan sentit son cœur s'emballer. « Il est là !» souffla-t-il. Donna, les mains tremblantes, attrapa un couteau de cuisine. « Reste derrière moi !» L'ombre des hommes se dessina sur la fenêtre. Un pied heurta la porte. Le bois craqua. Shadow bondit, aboyant si fort que les vitres tremblèrent. Ethan serra ses mains contre ses oreilles, mais ne lâcha pas la laisse. L'un des hommes jura dehors. « Ce chien est une furie !» À des kilomètres de là, Nathan et Isabella roulaient à toute allure, pneus mordant la glace. Nathan fixait la route, la mâchoire serrée. « Ils bougeront vite, on doit arriver avant eux. » Dans la cabane, Donna se posta devant le canapé, couteau brandi, Ethan caché derrière elle. Shadow bondit contre la porte, chaque aboiement résonnant comme un coup de tonnerre. Un coup de barre de fer fit vibrer la serrure, mais la porte tint bon. Puis soudain, les pas reculèrent. Une portière claqua. Le moteur rugit. Le SUV disparut dans la tempête. Donna lâcha un sanglot, le couteau tombant au sol. Elle serra Ethan dans ses bras. « C'est fini. » Pour l'instant, Shadow, haletant, resta planté devant la porte, les yeux brillants, comme s'il voulait graver l'odeur des assaillants. Quelques minutes plus tard, Nathan et Isabella déboulèrent, armes prêtes. Quand ils virent Donna et Ethan sains et saufs, ils laissèrent échapper un soupir de soulagement. « Ils étaient là !» dit Donna, la voix brisée. « Mais votre chien, il les a fait fuir !» Nathan posa une main sur la tête de Shadow. « Bon chien !» Puis il croisa le regard d'Ethan. « Je te l'avais promis, tu es en sécurité. » Mais au fond de lui, il savait que cette nuit n'était qu'un début. L'aube se leva sur Summit Falls, mais la neige ne cessa pas. La ville semblait ensevelie sous un drap blanc et lourd. Au poste du shérif, Nathan Cole fixait le tableau d'enquête qu'il avait commencé à remplir au milieu de la nuit. Des photos punaisées, des notes griffonnées, et au centre, 2 noms reliés par une ficelle rouge. Victor Kane et John Miller. L'adjoint avait ajouté le mot « disparu » sous celui de John, mais à présent, un point d'interrogation venait s'ajouter, car ce mystérieux appel anonyme résonnait encore dans son esprit. « Il est vivant. Vérifiez le sous-sol. » Isabella Morales entre dans la pièce, le teint pâle mais les yeux pleins de détermination. Elle posa 2 cafés tièdes sur le bureau. « J'ai passé la nuit à recouper les archives. » Le nom de John Miller disparaît des registres l'année même où Victor a pris le contrôle de ses sociétés écrans. Ça ne peut pas être un hasard. Nathan hocha lentement la tête. S'il est vivant, alors Kane l'utilise comme monnaie d'échange. Garde sur lui, intimidation contre le gamin. Son regard glissa vers la photo d'Ethan punaisée sur le tableau, un cliché pris au poste quelques heures plus tôt, les traits encore marqués par la peur. On doit agir vite. Valor, qui s'était couché près de la porte, leva la tête en entendant son nom. Oui, Shadow, rebaptisé Valor par Nathan en souvenir de son propre chien tombé au combat. Le berger allemand semblait comprendre l'urgence, ses oreilles pointées vers chaque bruit de la rue. Quelques minutes plus tard, un pick-up se gara devant le poste. Tommy Larson en sortit, les traits mais attirés, une enveloppe à la main. « J'ai des infos ?» Il s'assit en face de Nathan et Isabella, posant un papier griffonné. Un de mes contacts routiers m'a parlé d'un convoi qui monte vers la cabane ce soir. Plusieurs camions probablement chargés. Si Kane bouge quelque chose, c'est maintenant. Nathan serra les dents. Alors c'est notre fenêtre. Isabella, pourtant prudente d'habitude, hocha la tête. On n'a pas de mandat fédéral pour l'instant, mais si on attend, il va disparaître à nouveau. Nathan prit une décision. Ce soir, on y va. Hors des radars, on installe du matériel, on cherche des preuves, et si John Miller est là, on le sort. Cette nuit-là, la tempête redoubla encore. Nathan conduisit son SUV le long de la route de montagne, chaînes aux pneus, Isabella à ses côtés, un sac de matériel de surveillance sur les genoux, Valor, à l'avant, haletait doucement, ses yeux vifs scrutant chaque ombre dans la neige. « Ethan est en sécurité ?» demanda Isabella. « Oui », répondit Nathan, « Donna est restée avec lui. Mais après ce qui s'est passé hier soir, je vais doubler la garde. » La voiture s'arrêta à 1 kilomètre du chemin menant à la cabane. Le reste, il devrait le faire à pied. Nathan prit une paire de jumelles et observa. À travers le blizzard, il distingua les contours d'un vieux bâtiment en bois massif, ses fenêtres noircies, 2 camions blancs garés devant, pas de lumière, mais une impression d'attente glaciale. « On y va ?» murmura-t-il. Ils avancèrent à pas mesurés dans la neige, se faufilant entre les pins. Valor ouvrait la marche, son museau près du sol, ses mouvements précis comme s'il suivait une piste invisible. Isabella installa une première caméra sur un arbre. Nathan fixa un micro-relais sur une branche.
Puis, près de la citerne de gaz, Isabella aperçut un objet semi-enterré dans la neige. Elle gratta avec ses gants et en sortit un petit carnet en cuir, protégé dans un sac plastique. Ils l'ouvrirent à l'abri d'un tronc. Les pages couvertes d'une écriture soignée révélaient une liste de noms et de dates. Entre les pages, plusieurs polaroïdes tombèrent, des enfants, certains flous, d'autres le visage volontairement masqué. Au dos, des prénoms, des âges. Isabella blêmit. C'est la preuve que tout le monde attendait. Nathan feuilleta rapidement. L'un des noms correspondait à une affiche de disparition punaisée dans le hall du poste. Son cœur battait plus vite. C'est plus gros que prévu. Ils glissèrent le carnet dans un sac à preuves et installèrent une deuxième caméra. Mais soudain, Valor se raidit. Il fixe la lisière de la forêt, grognant bas. Nathan scruta à son tour, mais la tempête brouillait toute visibilité. Rien que des ombres mouvantes. « On s'en va », dit-il sèchement. Ils regagnèrent l'arrière du SUV en silence, chaque pas s'effaçant aussitôt sous la neige. Une fois à l'intérieur, Isabella resta figée, serrant le sac à preuves. « Avec ça, un juge peut signer un mandat dès demain. »« Si on vit jusque-là, » murmura Nathan démarrant le moteur. Le retour fut glacial. À chaque virage, il vérifiait son rétroviseur persuadé d'être suivi. Mais seuls le blizzard et les pins semblaient les observer. Lorsqu'ils atteignirent Summit Falls, il gara le véhicule derrière le poste, préférant ne pas attirer l'attention. « On déclare ça comme preuve anonyme, » dit-il. « Dès demain matin, je veux un juge sur le dossier. » Ils enfermèrent le carnet et les photos dans le coffre-fort du poste. Puis Nathan alla jeter un coup d'œil dans la pièce où Ethan dormait, roulé en boule sur un lit de camp, Valor blotti contre lui. La vision d'un enfant agrippant la fourrure de son chien, comme à une bouée, serra la poitrine de l'adjoint. Il referma doucement la porte et retourna à son bureau. La guerre contre Victor Kane venait à peine de commencer. Mais à cet instant précis, dans un entrepôt sombre, à 20 km de là, Victor Kane lui-même observait les images de ses caméras de surveillance. Son visage, impassible comme une statue, ne trahissait aucune émotion. Sur un écran, deux silhouettes apparaissaient dans la neige, l'une avec la démarche d'un militaire. Kane tapota son bureau de ses longs doigts. Derrière lui, son homme de main Jack Hanley attendait, massif, silencieux. « On a des visiteurs, » dit Kane froidement. « Deux curieux. Ils pensent être invisibles. » Il se tourna vers Jack. « Prends deux hommes, retrouve-les, et fais-leur comprendre qu'on ne joue pas avec moi. » Jack hocha simplement la tête. Ses yeux d'acier brillaient d'un éclat cruel. De retour au poste, vers 2 heures du matin, Nathan reçut un message anonyme sur son téléphone. 3 phrases seulement. « Ce n'est pas fini, tu ne peux pas le protéger. Bientôt, je viendrai chercher ce qui est à moi. » Il sentit le froid l'envahir malgré le chauffage. Il leva les yeux vers le tableau d'enquête, vers la photo d'Ethan et celle de John Miller. Cette fois, ce n'était plus seulement une question d'enquête. C'était une guerre ouverte. La tempête redoublait sur les montagnes du Montana, le vent hurlait comme une bête sauvage et la neige s'écrasait en bourrasques aveuglantes contre les vitres du poste de Summit Falls. Nathan Cole, encore en uniforme, ajusta sa parka tactique et passa un bonnet noir sur ses cheveux courts. Face à lui, Isabella Morales préparait elle aussi son équipement, le visage fermé mais les yeux brûlants d'une détermination nouvelle. Elle n'était plus seulement une travailleuse sociale, ce soir, elle devenait une témoin clé et une alliée de terrain. À leurs pieds, Valor se tenait assis, silencieux mais tendu, son regard d'ambre fixé sur la porte comme s'il attendait déjà l'appel à l'action. Nathan se pencha et posa une main ferme sur sa nuque. « Ce soir, c'est toi notre meilleur atout, partenaire. » Le chien remua la queue une seule fois, comme pour confirmer qu'il avait compris. La porte s'ouvrit soudain et laissa entrer une bouffée glaciale accompagnée de 4 agents fédéraux. Leur chef, David Holbrook, un quadragénaire afro-américain au crâne rasé et au manteau blanc camouflé, s'avança avec assurance. Derrière lui, 3 agents complétaient l'équipe. Melissa Chen, petite mais athlétique, une longue natte brune coincée dans son col. Frank Delgado, un ancien marine massif et taciturne. Et enfin Cody Burns, le plus jeune, blond, casque tactique sur la tête, portant un sac rempli de matériel de communication. Holbrook posa une grande carte plastifiée sur la table du poste et la maintint avec ses gants. « On monte dans 20 minutes. La cabane est ici », dit-il en pointant un cercle rouge dans les hauteurs enneigées. On approche par la crête, hors du champ des caméras thermiques que Kane a probablement installées. Le blizzard joue pour nous. Il brouille de ses drones et ses senseurs. Nathan s'approcha, les sourcils froncés. 3 à 4 hommes armés sur place, minimum. Mais selon mes infos, John Miller pourrait être retenu vivant dans le sous-sol avec d'autres. Isabella acquiesça. On a aussi un carnet listant plusieurs victimes.
C'est plus qu'un refuge, c'est une prison clandestine. Holbrook croisa les bras. Notre mission est claire, extraire les survivants et capturer Kane vivant, si possible. Mais la priorité reste les enfants et Miller. Valor se leva soudain, comme s'il comprenait le mot Miller. Ses oreilles se redressèrent et son corps se tendit, prêt à partir. Nathan posa une main rassurante sur sa tête. Lui, il connaît déjà la route. On suit son flair. 2 véhicules noirs quittèrent Summit Falls peu après. Les pneus mordaient la glace, les chaînes crissaient à chaque virage. Nathan, assis à l'avant du premier SUV, observait la route à travers le pare-brise couvert de neige. Isabella et Valor occupaient l'arrière, le sac de matériel posé entre eux. Dans le véhicule derrière, Holbrook et ses agents révisaient leur plan, silencieux. Au bout de 30 minutes, ils coupèrent les moteurs et les phares. Le reste du trajet se ferait à pied. Ils enfilèrent leurs capuches, fixèrent leurs lunettes anti-neige. Cody déploya une petite antenne et établit une liaison courte portée pour garder contact entre les 2 équipes. Puis Holbrook fit signe. En colonne, Nathan attacha une longe tactique au harnais de Valor. « Cherche », murmura-t-il. Le chien abaissa le museau et se mit à avancer, les pattes s'enfonçant profondément dans la poudreuse. La file se mit en mouvement, chaque pas absorbé par le blizzard. La marche fut lente et harassante. La neige leur arrivait parfois jusqu'aux cuisses, le vent fouettait leurs visages malgré les masques. Mais quand la cabane apparut enfin au travers des pins, elle ressemblait à une carcasse sombre posée dans la blancheur. Les camions blancs vus par Tommy étaient toujours là, partiellement recouverts de congères. Une lueur faible filtrait par une fente de rideau, preuve que l'endroit n'était pas complètement vide. Les agents se dispersèrent selon le plan. Delgado et Chen contournèrent le bâtiment pour surveiller l'arrière, tandis que Holbrook et Cody couvraient le périmètre. Nathan, Isabella et Valor se placèrent à l'entrée principale. « On bouge à mon signal », chuchota Holbrook dans l'oreillette. Nathan jeta un regard à Isabella. Elle serrait son arme de service à 2 mains, ses yeux bruns vibrant de peur, mais aussi d'une volonté indomptable. Valor, lui, grognait bas, fixé sur la porte. Holbrook leva 3 doigts, puis 2, puis 1. Nathan enfonça la poignée et ouvrit brusquement la porte. Le groupe entra dans un silence glacé. L'intérieur de la cabane sentait le bois humide et le gasoil. Le plancher grinça sous leurs bottes. Les pièces principales étaient encombrées de caisses, certaines marquées de symboles étranges. Des portes verrouillées bordaient le couloir. Isabella désigna une trappe au sol, fermée par un cadenas épais. Là, avant qu'ils ne puissent l'atteindre, une silhouette surgit d'une pièce latérale. Un homme masqué, fusil à pompe court en main. Il leva l'arme vers Nathan. Valor bondit comme une flèche. Le berger allemand percuta l'homme aux jambes, le tir partit en l'air, déchirant une poutre au plafond. Nathan roula de côté, dégaina son pistolet, mais Valor tenait déjà le bras du tireur entre ses crocs. L'homme hurla et lâcha son fusil, qui glissa au sol. Delgado surgit de l'autre côté et le plaqua violemment au mur. « Neutralisé !» aboya-t-il. Nathan, haletant, caressa Valor qui relâcha sa prise. « Tu m'as sauvé la vie, garçon ?» Holbrook se précipita vers la trappe. Melissa Chen sortit un kit de crochetage, fit sauter le cadenas en moins d'1 minute. Nathan descendit le premier, suivi d'Isabella. Le sous-sol était bas de plafond, éclairé par une ampoule nue. Contre un mur, 3 adolescents grelottants menottés, les yeux écarquillés. Dans un coin, enchaîné à un poteau, un homme amaigri à la barbe hirsute leva la tête. Ses yeux bleus fixèrent Nathan avec une intensité désespérée. « John Miller !» souffla Nathan. L'homme esquissa un sourire brisé. « Ellie, mon fils, il est vivant ?» Sa voix était rauque, presque un murmure. Valor se précipita vers lui, gémissant, la queue battant faiblement. Il posa ses pattes sur les genoux de John, qui enfouit ses mains tremblantes dans son pelage. « Shadow, tu l'as protégé ?» Nathan sentit sa gorge se nouer. « Oui, il est sain et sauf. Il t'attend. » Isabella coupait déjà les liens des adolescents, les enveloppant dans des couvertures de survie. Holbrook donna des ordres rapides dans l'oreillette. Extraction immédiate. Victor et 2 complices ont fui par l'arrière. On a un enchaîné vivant, 3 mineurs, sortez-les maintenant. Nathan aida John à se relever. L'homme tenait à peine debout, ses jambes vacillaient, mais sa détermination était intacte. « Emmenez-moi voir mon fils », souffla-t-il. Ils remontèrent précipitamment l'escalier. Dehors, le blizzard était si violent qu'on distinguait à peine les silhouettes. Les motoneiges préparés par les fédéraux attendaient en lisière de forêt. Delgado chargea les adolescentes sur une luge. Nathan soutint John, Valor collé à son flanc.
Isabella couvrit l'arrière, arme levée. Une rafale de balles éclata soudain depuis les arbres. La neige gicla en gerbes blanches. Holbrook cria « À couvert !» Nathan se jeta derrière une souche protégeant John de son corps. Valor grondait, oreilles couchées, la prête à bondir. Dans l'ombre, il aperçut fugitivement la silhouette massive de Jack Hanley, fusil d'assaut en main. Mais avant que Jack ne puisse avancer, des phares percèrent la tempête. Des renforts fédéraux arrivaient du bas de la vallée. Pris de panique, Jack et ses hommes disparurent dans les bois. Holbrook donna le signal. « On dégage !» Les motoneiges démarrèrent en rugissant. Nathan, John et Valor montèrent sur la première, Isabella juste derrière. La colonne fila à toute allure dans la montagne, avalée par le blizzard. John, agrippé à Nathan, murmura dans son oreille malgré le vacarme du vent. « Merci, vous m'avez ramené la vie. » Valor leva le museau vers le ciel, aboyant une fois, comme pour sceller la promesse de retrouvailles. Le convoi de motoneige dévala la montagne comme une meute en fuite. Le blizzard hurlait encore, mais la sensation avait changé. Cette fois, ce n'était plus la peur qui les poussait, c'était l'urgence de sauver des vies. Nathan Cole, cramponné au guidon de la première machine, sentait le poids de John Miller derrière lui, les bras tremblants de l'homme enchaîné autour de sa taille. Entre eux, Valor se tenait debout, le museau levé, haletant dans le vent glacé. Derrière, Isabella escortait les adolescents secourus, ses yeux rivés à l'obscurité pour repérer toute menace. Quand enfin ils atteignirent la vallée, les phares des véhicules fédéraux perçaient la tempête comme des balises rassurantes. Des agents se précipitèrent pour prendre en charge les victimes, installant John et les enfants dans des ambulances chauffées. Nathan aida John à s'asseoir sur un brancard, mais l'homme attrapa son bras d'une poigne tremblante. « Mon fils » souffla-t-il. Ses yeux bleu pâle, fatigués par 3 années de captivité, brillaient d'une étincelle fragile mais tenace. « Où est Ellie ?» Nathan lui serra l'épaule. « Il est en sécurité, John. Il t'attend. » Valor posa aussitôt sa tête sur les genoux de l'homme comme pour confirmer les paroles du policier. John ferma les yeux, ses doigts s'enfonçant dans la fourrure du chien. Des larmes gelées roulèrent sur ses joues creuses. « Tu l'as protégé, mon brave, tu l'as protégé. » Dans une autre ambulance, Isabella réconfortait les 3 adolescents libérés. Ils étaient muets, hagards, enveloppés dans des couvertures de survie, leurs yeux fuyant le moindre contact. Mais quand Valor passa devant eux, l'un d'eux esquissa un geste timide pour toucher son pelage. Le chien s'assit calmement, acceptant la caresse hésitante. Isabella eut un sourire discret. Même dans le chaos, il s'est apaisé, on le pensa-t-elle. Au poste de Summit Falls, la nouvelle se répandit à une vitesse fulgurante. Des agents installèrent un centre de commandement improvisé dans la salle principale. La table d'interrogatoire se couvrit de dossiers, de photographies, de cartes et du carnet de comptes récupéré dans la neige. La juge fédérale Mary Langford, arrivée d'urgence par convoi militaire, signa un mandat d'arrêt étendu contre Victor Kane et tout son réseau. Pendant ce temps, Victor n'avait pas disparu bien loin. Après avoir fui la cabane avec Jack Hanley et 2 complices, il avait tenté de gagner un petit aérodrome privé au sud de Missoula. Mais à l'aube, les fédéraux l'attendaient. L'arrestation fut brève, sans éclat. Son SUV fut encerclé avant même qu'il ne puisse atteindre le tarmac. Menotté, manteau de cachemire souillé de neige, Victor resta d'un calme glacial. « Vous croyez avoir gagné ?» murmura-t-il aux agents. « Mais vous ne comprenez rien. » À Summit Falls, Nathan accueillit la nouvelle sans triomphalisme. Il resta concentré sur ce qui importait. John, Ellie et les autres enfants désormais hors de danger. Quand John fut transporté au petit hôpital régional, Nathan l'accompagna. Isabella resta en arrière pour organiser le placement provisoire des adolescents sauvés. La chambre d'hôpital de John était simple, aux murs pâles, mais chauffée et baignée par la lumière fragile du matin. Ellie, conduit discrètement par Madame Donna, franchit la porte avec Valor en laisse. Il s'arrêta net, incapable de parler. Sur le lit, son père paraissait à la fois brisé et vivant, les traits tirés mais le regard vibrant d'une émotion brute. « Papa » souffla Ellie. John tendit les bras. « Mon fils !» Ellie lâcha la laisse et se jeta contre lui. Les sanglots étouffés d'un enfant qu'on avait obligé à grandir trop vite résonnèrent dans la petite pièce. Valor bondit sur le lit, posant délicatement sa tête sur les jambes de John, comme s'il voulait sceller leur réunion. John serra son fils et son chien dans le même élan, incapable de retenir ses propres larmes. Nathan, resté dans l'embrasure de la porte, détourna le regard un instant pour contenir l'émotion qui l'envahissait. Isabella le rejoignit, les yeux humides. « C'est pour ça qu'on se bat » murmura-t-elle.
Nathan acquiesça en silence. Dans les jours qui suivirent, la tempête se calma, mais la petite ville de Summit Falls vécut comme si un ouragan l'avait traversée. Les journaux locaux titrèrent sur « L'affaire du siècle », les télévisions régionales installèrent rideaux des caméras devant le tribunal et des journalistes de tout l'État affluèrent pour couvrir l'histoire du réseau démantelé. Mais au-delà du sensationnalisme, la population vibrait surtout pour un détail. Un garçon de 9 ans, son chien, et le courage d'oser dire la vérité. Un matin, la grande salle du tribunal du comté fut transformée en cour fédérale. Victor Kane y fut amené, menotté, sous escorte lourde. Malgré sa chemise de prison orange, il gardait cette posture arrogante, son regard noir balayant la salle comme pour y chercher une faille. Mais cette fois, il ne contrôlait plus rien. Rachel Torres, désormais Isabella Morales, fut appelée à témoigner la première. Dans un tailleur sombre, elle raconta calmement la nuit de la cabane, la découverte du carnet, les preuves photographiques et la détresse des enfants. Sa voix se brisa à peine en évoquant le rôle de Valor. Ce chien a sauvé la vie du député Cole. Sans lui, nous ne serions pas là aujourd'hui. Tommy Ray, le patron du petit dîner, suivit à la barre. Mal à l'aise en chemise trop large, il expliqua comment il avait risqué sa vie en surveillant discrètement les allées et venues autour de la cabane. Les photos de son drone furent projetées sur écran. Kane serra les mâchoires en les voyant, mais ne dit rien. Puis ce fut au tour de John Miller. L'homme avait repris quelques forces, mais restait marqué par l'épreuve. Sa voix rauque résonna pourtant avec une puissance inattendue. Il parla des 3 années de captivité, des convois de nuit, des enfants qu'on lui forçait à transporter. Il évoqua la promesse faite à lui-même, « Tenir bon pour qu'un jour, mon fils sache la vérité ». La salle retint son souffle. Enfin, Ellie fut brièvement invitée à témoigner. Protégé par un psychologue, il raconta en quelques mots simples comment il était allé chercher de l'aide, prêt à tout donner, même son chien, pour qu'on arrête son beau-père. À cet instant, même les journalistes cessèrent de gratter leur carnet. Le courage brut d'un enfant venait d'éclipser toute rhétorique. Quand le procureur fédéral, Madame Kathleen Monroe, présenta le carnet, les photos et les témoignages croisés, la défense n'eut plus d'espace pour manœuvrer. Les chefs d'accusation s'empilèrent comme une montagne. Enlèvement, traite de mineurs, séquestration, blanchiment d'argent, association criminelle. Victor Kane resta impassible, mais chacun savait que le verdict était déjà scellé. À l'extérieur, la communauté de Summit Falls organisait des veillées, des collectes et même une cérémonie improvisée sur la place centrale. Le nom de Grace Miller, la mère d'Ellie, fut prononcé à voix haute. En hommage, le nouveau fonds de protection pour l'enfance du comté porterait son nom. Isabella en devint officiellement la directrice, avec pour mission d'éviter qu'aucun autre enfant ne soit laissé dans l'ombre. Le jour où la sentence fut rendue, Nathan Cole se trouvait au tribunal, son uniforme impeccable. La juge Langford prononça la condamnation. Réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Kane fut conduit hors de la salle, mais avant de disparaître, son regard croisa celui de John et d'Ellie. Il y lut quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Une victoire qui n'avait rien de matériel, mais tout d'humain. Le soir même, la petite maison que la fondation avait attribuée aux Miller s'illumina pour la première fois. John posa la clé sur la table en bois et regarda son fils s'installer dans une chambre au mur bleu. Valor tournait en rond dans le salon, heureux avant de se rouler au pied du poêle. Nathan, venu déposer un sac de croquettes, observa la scène discrètement. « Vous avez un foyer maintenant », dit-il en souriant. John hocha la tête. « Grâce à vous. » Et grâce à lui. Il désigna Valor qui leva les oreilles en entendant son nom. Ellie serra son chien dans ses bras. « C'est mon héros ?» dit-il simplement. Nathan répondit « C'est plus qu'un héros, Ellie, c'est un partenaire. » À l'école, quelques jours plus tard, une cérémonie eut lieu devant tous les élèves. Ellie reçut un petit trophée pour « bravoure exceptionnelle ». Mais il insista pour que Valor monte avec lui sur l'estrade. Les enfants applaudirent quand le berger allemand, portant un nouveau harnais estampillé K9 Honor, aboya une fois comme pour remercier la foule. Et ce soir-là, alors que la neige cessait enfin de tomber sur Summit Falls, Nathan se posta devant la maison des Miller. Par la fenêtre, il aperçut John et Eli partager un repas simple, Valor couché à leurs pieds. L'image valait toutes les batailles. Une famille reconstruite, un enfant rendu à son père et un chien devenu le symbole d'une communauté entière. Le silence qui suivit le procès était presque irréel. Summit Falls
d'ordinaire habitué au bruit familier de ses camions de bûcherons et au crissement des pas sur la neige, vivait désormais au rythme des murmures. On se saluait dans les rues en baissant la voix, comme si parler trop fort pouvait briser l'équilibre fragile retrouvé. Pourtant, derrière les portes closes des maisons et du petit hôpital régional, une autre histoire commençait, celle de la guérison. John Miller, désormais libre mais marqué, passa ses premières semaines à l'hôpital. Ses os, fragilisés par la malnutrition et les privations, avaient besoin de soins. Ses nuits, hantées de cauchemars, exigeaient la patience de médecins et de psychologues. Mais chaque matin, avant même les visites officielles, Ellie entrait discrètement dans sa chambre, Valor à ses côtés. Le chien sautait aussitôt sur le lit, posant son museau contre la poitrine de John, et Ellie grimpait dans le fauteuil voisin, bavardant de tout et de rien. Parfois, John ne répondait pas, trop envahi par ses souvenirs. Mais le simple fait d'entendre la voix de son fils suffisait à lui rappeler qu'il n'était plus prisonnier. Un après-midi, Isabella entra avec un dossier sous le bras. « Comment tu te sens aujourd'hui » demanda-t-elle. John, assis au bord du lit, esquissa un sourire fatigué, plus vivant qu'hier. « Mais j'ai peur ! Peur de ne pas être à la hauteur pour lui. » Ses yeux glissèrent vers Ellie, occupée à caresser Valor. Isabella posa une main rassurante sur son bras. « Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être là. Le reste, c'est le temps et l'amour qui s'en chargent. » Pendant ce temps, Nathan Cole reprenait ses patrouilles. Mais rien n'était comme avant. À chaque arrêt dans les rues enneigées, quelqu'un venait lui serrer la main, lui offrir un café chaud ou simplement lui dire merci. Même les anciens, d'ordinaire méfiants vis-à-vis de la police, le saluaient avec respect. Pourtant, Nathan refusait de se voir comme un héros. À ses yeux, le véritable courage appartenait à Ellie, qui avait osé affronter la tempête pour demander de l'aide, et à Valor, qui avait sauvé plus d'une vie par son instinct et sa loyauté. La maison attribuée aux Miller se transforma peu à peu en un foyer. Des voisins y apportèrent des meubles, des vêtements, des jouets pour Ellie. Le salon s'emplit de chaleur, non seulement grâce aux poêles en fonte, mais aussi au rire timide d'un père et d'un fils qui réapprenaient à se connaître. Valor, lui, avait élu domicile au centre de tout, couché sous la table lors des repas, et étendu devant la porte comme un gardien ou installé au pied d'Ellie lorsqu'il faisait ses devoirs. Un soir, alors que la neige tombait doucement dehors, John s'assit sur le canapé, une tasse de thé entre les mains. Ellie s'approcha hésitant. « Papa, est-ce que tu vas repartir ?» La question lui serra le cœur. John reposa la tasse et prit son fils dans ses bras. « Non, mon garçon, je ne repars nulle part. Plus jamais. » Valor leva la tête comme s'il approuvait cette promesse avant de se recoucher, rassuré. Isabella, de son côté, avait commencé son nouveau rôle à la tête du fonds Grace Miller pour la protection de l'enfance. Son bureau, modeste mais fonctionnel, était installé dans une aile rénovée de la mairie. Elle travaillait jour et nuit à établir des protocoles, former des bénévoles et mettre en place une ligne d'urgence accessible à tous. Plus jamais un enfant ne devra marcher seul dans la neige pour être entendu, répétait-elle à chaque réunion. Mais si la communauté se reconstruisait, l'ombre de Victor Kane planait encore. Même enfermé dans un pénitencier fédéral, il restait un symbole de peur. Des rumeurs circulaient, certains de ses complices n'avaient pas encore été arrêtés, d'autres attendaient le bon moment pour se venger. Nathan en était conscient et avait demandé une surveillance discrète autour de la maison des Miller. Valor semblait sentir lui aussi cette menace invisible. Chaque fois que des pas résonnaient dans la rue, il se postait devant la fenêtre, muscles tendus, jusqu'à ce qu'il soit certain qu'il n'y avait pas de danger. Un matin d'hiver, John fut enfin autorisé à quitter l'hôpital. Il revint à la maison, escorté par Nathan. Ellie l'attendait sur le perron, un sourire éclatant au visage. Valor bondit autour de lui, aboyant joyeusement. John s'arrêta un instant, observant la maison qui serait désormais la leur. Les yeux humides, il serra la main de Nathan. « Vous nous avez rendu plus qu'une liberté, député. Vous nous avez rendu une vie. » Nathan répondit simplement « Prenez soin de lui, le reste suivra. » Les jours reprirent un rythme presque normal. Ellie retourna à l'école, un peu nerveux, mais accueilli comme un héros silencieux. Ses camarades le regardaient avec un mélange d'admiration et de curiosité, mais lui n'aspirait qu'à la simplicité. Jouer au ballon, dessiner et rentrer le soir, retrouver son père et son chien. Valor, désormais officiellement reconnu comme chien de soutien par la police locale, l'accompagnait même à certaines activités scolaires.
Sa présence rassurait les enfants autant que les adultes. Un soir, la communauté organisa une veillée sur la place centrale. Les lampadaires diffusaient une lumière dorée sur la neige tassée et les habitants se rassemblèrent autour d'un grand feu de bois. On y rendit hommage aux victimes, on remercia les survivants et on célébra le courage de tous ceux qui avaient agi. John, encore fragile, y fit un bref discours. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. « Nous avons traversé la nuit, mais nous avons trouvé la lumière grâce à vous. Mon fils est vivant et nous avons une famille grâce à cette ville. » Les applaudissements couvrirent ces derniers mots, et Valor aboya une fois comme s'il donnait le signal d'espérer. À partir de ce soir-là, quelque chose changea à Summit Falls. Les habitants se parlèrent plus, se soutinrent davantage. Les cafés restèrent ouverts plus tard, les églises ouvrirent leurs portes en dehors des offices, et les voisins vérifièrent les uns sur les autres. Tout cela parce qu'un garçon, son père et un chien avaient rappelé à la ville la valeur de la solidarité. Dans les mois qui suivirent, John reprit lentement des forces. Il trouva un petit emploi auprès d'un atelier de réparation de camions, heureux de retrouver un semblant de routine. Ellie continua ses études, ses notes s'améliorant peu à peu, encouragé par la stabilité retrouvée. Valor, lui, devint presque une figure publique. On lui offrit un harnais spécial marqué du sceau de la ville, et les enfants le saluaient dans la rue comme un véritable policier. Un après-midi, alors que Nathan passait déposer des documents, il trouva Ellie dans le jardin enneigé, lançant un bâton que Valor rapportait inlassablement. Les rires du garçon résonnaient dans l'air glacé. John, debout sur le perron, regardait la scène avec un sourire paisible. Nathan sentit alors quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une certitude. Le pire était derrière eux et l'avenir, même encore fragile, s'ouvrait devant cette famille comme une route enfin dégagée. Le printemps finit par grignoter les neiges épaisses de Summit Falls. Les glaçons fondaient des toits en gouttes translucides, les routes s'asséchaient doucement, et les montagnes environnantes laissaient apparaître des plaques de sapins verts au milieu des nappes blanches. Pour la première fois depuis longtemps, la ville respirait autrement que dans l'angoisse. Pourtant, derrière cette apparente normalité, chacun savait que quelque chose d'inédit devait se produire, un hommage collectif. Le conseil du comté décida d'organiser une cérémonie publique, non pas pour glorifier un procès, mais pour célébrer un enfant, un chien et une communauté qui avait refusé de se taire. Des bannières furent accrochées sur la façade du centre civique et une estrade en bois fut dressée sur la place centrale. Le matin du jour choisi, les habitants affluèrent de tous les quartiers. Bûcherons, enseignants, commerçants, mères avec leurs enfants, anciens soldats, tous voulaient être témoins. Nathan Cole, en uniforme impeccable, se tenait au premier rang. À ses côtés, Isabella Morales portait une robe sobre sous son manteau beige, sa médaille de directrice du fonds Grace Miller fixée sur un ruban vert. Elle avait travaillé jour et nuit pour préparer ce moment, mais au fond d'elle, elle redoutait encore qu'Ellie ne se sente dépassée par toute cette attention. John Miller arriva un peu plus tard, appuyé sur une canne, le visage encore marqué par la fatigue mais animé par une nouvelle force. À sa main, Eli serrait fièrement la laisse de Valor. Le chien portait un harnais bleu nuit orné de l'écusson du comté, et sa démarche, digne et calme, évoquait davantage un soldat qu'un animal domestique. Les enfants de l'école coururent vers lui pour le caresser, et Valor, fidèle à lui-même, se laissa approcher avec la patience d'un sage. Lorsque le maire, un vieil homme moustachu nommé Charles Denning, monta à la tribune, le silence tomba comme un voile. « Mes amis, dit-il d'une voix claire, nous avons traversé ensemble une saison sombre. Mais aujourd'hui, nous choisissons de tourner nos regards vers la lumière. Ce n'est pas un policier, ni un juge, ni même un maire qu'il faut remercier en premier. C'est un enfant de 9 ans qui, dans la nuit, a trouvé le courage de dire la vérité. C'est un chien fidèle qui a protégé sans jamais reculer. Et c'est un père qui a survécu pour retrouver son fils. » Il fit signe à Ellie de le rejoindre. Le garçon, un peu intimidé, monta sur l'estrade en tenant la laisse de Valor. Le maire lui remit une petite plaque de bois gravée. Pour bravoure exceptionnelle et foi inébranlable. Ellie la prit des 2 mains, ses joues rougies par la gêne. Valor aboya une fois, comme pour clore le discours, la foule éclata de rires et d'applaudissements. Puis Isabella s'avança à son tour. Elle présenta officiellement le lancement du fonds Grace Miller, expliquant qu'il servirait à financer des foyers d'accueil, des lignes d'écoute et des formations pour les enseignants. Nous avons appris, grâce à l'histoire d'Ellie et de sa maman, que le silence tue,
Nous voulons désormais que chaque enfant sache ayant qu'il sera entendu, qu'il aura un endroit où frapper, une main pour l'accueillir. » Ces paroles, sobres et franches, résonnèrent profondément dans la foule. John fut invité à dire quelques mots. Il se leva avec effort, soutenu par Nathan. Sa voix grave et encore éraillée se brisa légèrement. « Je n'ai pas choisi d'être un symbole, mais je choisis d'être un témoin. Ce qui nous est arrivé ne doit plus jamais arriver à personne d'autre. Mon fils m'a sauvé la vie autant que Valor, et c'est cette ville qui nous a redonné l'espoir. » Une ovation l'interrompit, certains habitants essuyant leurs yeux. La cérémonie dura toute la matinée. À la fin, une statue temporaire fut dévoilée, un socle de granit sur lequel était gravé le nom de Grace Miller, accompagné de la silhouette d'un enfant tenant la main d'un adulte et la laisse d'un chien. Elliot resta longtemps à contempler l'inscription. Il posa la main sur le granit froid et murmura « Merci maman ». Valor, comme s'il avait compris, posa une patte sur la base de la statue et leva le museau vers le ciel. À partir de ce jour, Ellie ne fut plus seulement le garçon qui avait dénoncé son beau-père. Il devint le symbole d'une nouvelle vigilance. Ses camarades de classe, loin de le juger, l'entourèrent d'amitié. Il fut invité à raconter son histoire lors d'assemblées scolaires dans tout le comté. John, quant à lui, se consacra à reconstruire sa relation avec son fils. Ensemble, ils aménagèrent le petit jardin derrière leur maison. Chaque après-midi, on pouvait les voir planter des légumes, réparer la clôture ou simplement lancer un bâton pour Valor. Isabella, bien qu'ensevelie sous ses nouvelles responsabilités, dépassait souvent. Parfois pour un café partagé avec John, parfois pour vérifier qu'Ellie allait bien. Petit à petit, une complicité sincère naquit entre elle et le père rescapé. Pas une romance précipitée, mais une confiance solide, bâtie sur la reconnaissance et le respect mutuel. Nathan, de son côté, continua à rendre visite régulièrement. Non pas en policier, mais en ami. Valor, désormais intégré officiellement comme chien de soutien communautaire, l'accompagnait parfois lors de ses rondes. La population s'y était habituée. Voir un officier et un berger allemand patrouiller ensemble apportait un sentiment de sécurité que rien d'autre n'aurait pu égaler. Un soir de mai, alors que le soleil tardait à se coucher derrière les montagnes, la ville organisa un grand dîner en plein air. Les tables s'alignaient sur la rue principale, couverte de nappes à carreaux et de plats préparés par chacun. John et Ellie s'assirent au centre, Valor couché sous la table, tandis qu'Isabella distribuait des brochures pour son programme. Nathan passe de groupe en groupe, serrant des mains. L'ambiance était légère, presque festive. À un moment, Ellie monta sur une chaise et leva la voix. « Je voulais dire merci, merci à tous. Moi et mon papa, on pensait qu'on était seuls. Mais vous nous avez prouvé que non. » Ces mots, simples et directs, eurent plus d'effet que n'importe quel discours. Les habitants levèrent leurs verres en son honneur. Valor aboya encore une fois, déclenchant les rires. Cette soirée marqua un tournant. Summit Falls, longtemps replié sur ses blessures, se redécouvrit comme une communauté forte et solidaire. Et au cœur de cette transformation, un enfant, son père et un chien continuaient de tracer une route nouvelle, preuve vivante que la foi et le courage, même dans l'hiver le plus rude, pouvaient rallumer le printemps. Les semaines passèrent et Summit Falls reprit son souffle. Pourtant, derrière l'apparente normalité, la vie des Miller s'écrivait désormais sur une nouvelle page encore fragile mais pleine de promesses. John sortait chaque matin sur le perron, une tasse de café brûlant à la main. Il observait Ellie partir à l'école avec Valor trottant fièrement à ses côtés. L'image, simple en apparence, était pour lui un trésor inestimable. La preuve qu'il avait survécu pour voir son fils grandir. Pourtant, derrière son sourire, une inquiétude persistait. Saurait-il redevenir le père dont Ellie avait besoin? Les années volées pesaient sur sa conscience comme une pierre. Pour reprendre pied, il accepta un petit emploi dans un garage local. Le propriétaire, Sam Hargrove, un vétéran grincheux mais au grand cœur, lui tendit une clé à molette en disant simplement « Pas besoin de diplôme ici, juste de la patience et des bras solides ». John se plongea dans les moteurs avec une ardeur presque fébrile. Le bruit des outils, l'odeur de l'huile et la camaraderie simple de l'atelier l'aidèrent à chasser les fantômes de ses nuits. Ellie, de son côté, reprit doucement confiance à l'école. Les premiers jours, il marchait la tête basse, craignant les regards et les chuchotements. Mais il découvrit vite que ses camarades ne le jugeaient pas. Au contraire, ils l'admiraient en silence. Certains vinrent lui demander de jouer au ballon, d'autres lui proposèrent de l'aider en classe. Et surtout, Valor devint une sorte de mascotte officieuse. Parfois, l'école autorisait le chien à rester dans la cour,
Les enfants formaient un cercle autour de lui, lançant des bâtons que le berger allemand rapportait inlassablement. Ellie, au centre de ce cercle, retrouvait peu à peu la joie simple de rire sans arrière-pensée. Isabella veillait discrètement sur eux. Chaque semaine, elle passait à la maison avec un dossier ou une boîte de gâteaux. Elle s'asseyait à la table de cuisine, discutait avec John de la gestion du fonds, ou demandait à Ellie de lui montrer ses dessins. Peu à peu, son rôle dépassa celui d'une travailleuse sociale. Elle devenait une amie de la famille, presque une tante de substitution. Valor, qui d'ordinaire se montrait méfiant avec les étrangers, laissait Isabella entrer sans aboyer, signe qu'il l'avait acceptée dans leur cercle. Un soir, après une réunion tardive au centre civique, Isabella trouva John dehors, réparant la clôture de son jardin sous la lumière blafarde d'un réverbère. Elle s'approcha, les mains dans les poches. « Tu forces trop », dit-elle doucement. « Tes côtes ne sont pas encore complètement remises. » John essuya son front et sourit. « J'ai besoin de faire quelque chose de mes mains. Si je reste assis trop longtemps, les souvenirs reviennent. » Isabella hocha la tête, comprenant sans juger. Elle resta un moment en silence à ses côtés, puis ajouta « Tu sais, tu n'as pas à tout porter seul. » John la regarda, surpris par la douceur de ses mots. « Je commence à le comprendre. » Pendant ce temps, Nathan Cole poursuivait ses patrouilles. La ville semblait plus calme, mais il savait que l'ombre de Kane n'était jamais très loin. Certains complices étaient encore recherchés. Pourtant, chaque fois qu'il passait devant la maison des Miller et voyait Ellie jouer dans la neige avec Valor, il se souvenait de la raison pour laquelle il avait choisi ce métier. Un jour, l'école organisa un événement spécial. Journée des héros locaux. Pompiers, infirmières, militaires à la retraite furent invités à parler de leur métier. Mais la surprise fut l'annonce finale. Aujourd'hui, nous honorons aussi Ellie Miller et son chien Valor. Ellie, stupéfait, fut appelé sur scène. Le directeur raconta brièvement son histoire, puis invita les enfants à applaudir. Ellie rougit jusqu'aux oreilles, mais Valor, comme à son habitude, aboya une fois et s'assit fièrement, déclenchant une ovation. Pour Ellie, ce moment fut décisif. Il comprit qu'il n'était plus l'enfant victime, mais l'enfant courageux. Dans les mois qui suivirent, le fonds Grace Miller connut un essor inattendu. Des dons affluèrent de tout l'État, inspirés par l'histoire relayée dans les journaux. Isabella put recruter une petite équipe et ouvrir un centre d'accueil dans une ancienne maison victorienne rénovée. Sur la plaque à l'entrée, on pouvait lire « Ici, aucun enfant n'est jamais seul ». Ellie et John furent invités lors de l'inauguration et Valor coupa symboliquement le ruban en le mordant sous les rires de la foule. Mais la reconstruction ne fut pas sans heurts. Certaines nuits, John se réveillait en sursaut, persuadé d'entendre des pas dans la maison. Ellie faisait encore parfois des cauchemars, revivant la peur d'être repris par son beau-père. Chaque fois, Valor était le premier à réagir. Il sautait sur le lit, posait sa tête contre leur torse et attendait patiemment que la respiration s'apaise. Sa présence était devenue un ancrage, un rempart contre les ténèbres. Peu à peu, John et Ellie développèrent de nouveaux rituels. Chaque dimanche matin, ils partaient marcher sur un sentier de montagne, Valor courant devant eux. John profitait de ces moments pour parler à son fils, non pas des horreurs passées, mais de l'avenir, ses rêves, ses envies, les choses simples qu'ils pourraient reconstruire ensemble. Ellie parlait de devenir vétérinaire, pour aider des chiens comme Valor. John l'écoutait, le cœur gonflé de fierté. Un soir d'été, alors que le ciel se teintait d'orange et de pourpre, Nathan rejoignit la famille Miller sur leur porche. Ils burent une bière ensemble tandis qu'Ellie s'endormait contre Valor, épuisée par une journée de jeu. John leva son verre et dit simplement « À l'avenir ». Isabella, qui était passée avec un dossier, ajouta en souriant « Et à la preuve que même dans la nuit la plus noire, une étincelle suffit pour rallumer la lumière ». Nathan hocha la tête, son regard glissant vers le chien. Oui, et parfois, cette étincelle a 4 pattes. La nuit tomba sur Summit Falls, mais cette fois, elle n'avait rien de menaçant. Dans la maison, le rire d'un enfant, la voix d'un père et le souffle paisible d'un chien formaient une musique nouvelle. Une promesse silencieuse que la douleur pouvait se transformer en force et que l'amour, même cabossé, restait le plus puissant des remèdes. L'été s'installa pleinement sur Summit Falls. Les forêts se couvrirent d'un vert profond, les torrents rugissaient du dégel et la ville semblait renaître après des mois de silence et de tempête. Les habitants reprenaient leurs habitudes, mais désormais rien n'était vraiment comme avant. La tragédie qui avait frappé la famille des Miller avait laissé une cicatrice, mais aussi un souffle nouveau. Un rappel que la solidarité pouvait sauver.
que la vérité pouvait briser les chaînes et qu'un chien pouvait incarner l'espoir d'une communauté entière. John Miller, désormais remis en partie de ses blessures, travaillait régulièrement au garage de Samar Grove. Chaque matin, on pouvait le voir rouler ses manches, saluer ses collègues et plonger les mains dans la mécanique avec une concentration tranquille. Peu à peu, les habitants de la ville cessèrent de le regarder comme l'homme qui avait survécu et commencèrent à le voir simplement comme John, l'un des leurs. Il regagnait sa dignité à chaque boulon serré, à chaque moteur remis en marche. Ellie, lui, se transformait sous les yeux de tous. Le petit garçon craintif, marqué par la peur, laissait place à un enfant curieux, joyeux, avide d'apprendre. Ses notes à l'école s'amélioraient, il participait davantage en classe, et il s'était découvert une passion pour les sciences naturelles. Souvent, il ramenait des livres sur les animaux et passait des heures à en lire des passages à voix haute, Valor couché à ses pieds comme un auditeur attentif. « Un jour, je serai vétérinaire », répétait-il fièrement, et personne ne doutait qu'il y parviendrait. Valor, de son côté, dépassait largement son rôle de chien de famille. Il était devenu une légende locale. Dans les rues, les enfants l'appelaient par son nom, les commerçants lui offraient parfois des friandises, et les anciens lui caressaient la tête comme on salue un vieil ami. La police l'avait officiellement décoré pour son courage, et Nathan l'emmenait parfois lors de cérémonies publiques. À chaque fois, son allure noble et son regard vif impressionnaient la foule. Mais Valor restait humble, préférant toujours le jardin d'Ellie, un bâton à rapporter ou une sieste au soleil à tout autre honneur. La mémoire de Grace Miller, la mère disparue d'Ellie, ne fut pas oubliée. À l'entrée du nouveau centre d'accueil financé par le fonds Grace Miller, une plaque en bronze fut installée. On y lisait « À la mémoire de toutes celles et ceux que la violence a tenté de réduire au silence. Que leur voix résonne à jamais ici. » Chaque fois qu'il passait devant, John posait une main sur le métal froid et murmurait quelques mots que lui seul entendait. Isabella, débordée par ses nouvelles responsabilités, trouvait tout de même du temps pour la famille. Le soir, il lui arrivait de s'asseoir sur le perron avec John, un thé chaud à la main, tandis qu'Ellie jouait dans l'herbe avec Valor. Les deux adultes parlaient de l'avenir, de leurs peurs, de leurs espoirs. Une complicité sincère se tissait entre eux, faite de respect mutuel et de cicatrices partagées. Pour John, Isabella représentait bien plus qu'une aide sociale. Elle était devenue une alliée dans sa reconstruction et une amie précieuse. La communauté, elle aussi, se transforma. Inspirée par l'histoire, les habitants créèrent un comité de vigilance bénévole. Des voisins commencèrent à se relayer pour surveiller les enfants à la sortie de l'école, les commerçants mirent en place des collectes régulières pour soutenir le fonds et les enseignants suivirent une formation spéciale pour détecter les signes d'abus. Plus jamais ça était devenu plus qu'un slogan. C'était une promesse vivante. Un soir de fin d'été, la ville organisa une nouvelle cérémonie, cette fois sur la pelouse du lycée. Les habitants, venus en foule, apportèrent des chaises pliantes et des paniers de pique-nique. On y dévoila une fresque murale peinte par des artistes locaux et des élèves. Elle représentait une silhouette d'enfant levant les yeux vers un horizon lumineux, une main posée sur l'encolure d'un chien. Au-dessus, en grandes lettres, on pouvait lire « Courage, loyauté, vérité ». Quand Ellie vit la peinture pour la première fois, il resta bouche bée. Valor, comme toujours, aboya une fois, déclenchant des rires et des applaudissements. Nathan Cole, en uniforme, prit la parole ce soir-là. Il regarda la foule et dit simplement « Ce que nous avons vécu nous a changés, mais nous avons découvert que même dans les pires ténèbres, un enfant peut porter une lumière et un chien peut protéger cette lumière. Souvenons-nous-en, toujours. » Après son discours, Ellie s'avança timidement au micro. « Je voulais dire merci. Merci à mon papa, merci à Nathan, merci à Madame Isabella et merci à Valor. Il m'a sauvé plus d'une fois, mais surtout, il m'a appris que je n'étais jamais seul. » La foule se leva pour applaudir, certains essuyant leurs larmes. La soirée se termina par un feu d'artifice au-dessus de la montagne. Ellie, assis sur les épaules de son père, regarda les couleurs éclater dans le ciel. Valor, assis à leurs pieds, levait parfois la tête mais ne montrait aucune peur. Il savait que la guerre était finie, que ce bruit n'était pas celui des armes mais celui de la fête. John serra son fils contre lui. Isabella, un peu en retrait, observait la scène avec un sourire ému. Nathan, les mains croisées dans le dos, regardait l'horizon avec une sérénité rare. Ce soir-là, Summit Falls ne célébrait pas seulement une victoire judiciaire. Elle célébrait une renaissance.
Ellie n'était plus seulement l'enfant brisé par la peur, mais le garçon qui avait rallumé une flamme pour toute une ville. John n'était plus seulement une victime, mais un père retrouvé. Et Valor, fidèle gardien, n'était pas seulement un chien. Il était devenu un symbole, une légende que l'on raconterait longtemps, bien après que ses pas aient cessé de marquer la neige.